Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai envie de dire du sport, et il y en a dans la salle, heureusement, ça me met en confiance. C'est un immense plaisir chaque fois de me trouver dans ce lieu d'inspiration des rêves que j'ai vécus ou que j'ai fait vivre à mes athlètes. J'ai tout un attirail, hein, vous n'avez pas vu ce qu'il y avait dans les poches. On m'a installé un peu des micros partout. Pour vous dire simplement, pour vous apporter un message, celui d'une expérience riche, celle de pédagogue. Je commencerai non pas par l'athlète, je commencerai par le pédagogue, puis j'ai été pédagogue, instituteur, maître d'éducation physique avant d'être athlète d'élite, une carrière tardive. Passer ensuite comme entraîneur, ce qui est logique, prolonger son soi, son développement, ses expériences, les donner. Passer ensuite dans une autre fonction, parallèlement, celle de formateur d'entraîneur. Et c'est peut-être dans ce rôle que j'ai appris à bâtir le chemin de l'excellence. J'ai fait beaucoup comme entraîneur, j'ai fait beaucoup par empirisme, comme le faisait mon père, mon grand-père, mes amis, mes proches, mes entraîneurs. Et finalement, quand on est responsable de mettre en place un concept de formation, on doit dire par où ça passe. Et ça a été pour moi probablement le challenge le plus extraordinaire que j'ai pu faire avec un groupe de collègues que j'ai pu choisir pour mettre en place ce chemin que j'ai vérifié X fois aujourd'hui avec des sportifs de tout genre. Le géant Günther, l'oiseau Hamann, des équipes suisses ou étrangères. Et finalement, pas mal de succès, de temps en temps une claque, ce qui fait toujours du bien. Je dis la défaite, c'est aussi un acte pédagogique. On apprend à savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et quand on est plus ou moins intelligent, on se corrige. Mais je dirais que le plus grand plaisir, ça a été pour moi aussi de sortir des frontières, de travailler avec des personnes j'allais dire de tous les continents presque, puisque je passe une partie de l'année aujourd'hui en Océanie, en Nouvelle-Zélande, où mon athlète, que j'entraîne depuis 3-4 ans maintenant, n'arrête pas de gagner, puisqu'elle en est à sa 44e victoire d'affilée. Première victoire de ces 44, c'est le moment où j'ai pu la rencontrer, début septembre en 2010, et avec laquelle j'ai pu de nouveau, une fois de plus, vérifier le bien fondé de ce chemin que j'aimerais vous présenter ce soir. Alors, je pense qu'on va passer par l'image, on va entrer dans ce merveilleux monde du sport et voir quelles leçons il peut nous donner de prime abord. Schön, dass so viele Leute so Freude haben. Wenn noch mehr Freude, dann glaube ich, haben wir allermeisten Freude. Dass man jetzt so und auch mit ihm als Zweiter feiern ist unglaublich. Der gehört, das ist grandios, was hier abgeht. Und jetzt wird gefestet. Ich bin dreckig, ich bin noch ohne Ziel, jetzt klappt es. Ich habe noch Medaille bekommen.
manchmal fällt man hin im Leben und man kann liegen bleiben oder kämpfen und wieder aufstehen und Champions stehen wieder auf. Voilà. Des belles images de nos sportifs suisses et une belle phrase. Une belle phrase qui nous dit « c'est la tête qui dirige l'homme ». Cet homme, c'est l'entraîneur, c'est celui qui détient les techniques, les stratégies, les méthodes, qui choisit ses outils de travail. Et d'un autre côté, c'est le technicien, le tacticien. Et d'un autre côté, il y a un deuxième personnage qui est le coach. C'est celui qui accompagne l'individu, qui accompagne l'athlète, le sportif, qui accompagne le collaborateur, la collaboratrice, tous les jours dans son travail, et qui gère l'émotion. Et l'émotion n'est rien d'autre que l'essence de toutes les démarches qui vont se faire dans une entreprise quelconque, sportive ou non sportive, et Dieu sait si depuis à peu près bientôt 20 ans, j'ai la chance d'être accueilli par des entreprises qui m'ont montré beaucoup, qui m'ont ouvert leurs portes, qui m'ont montré leur fonctionnement, leur force, leur faiblesse aussi, et de dire que finalement, ça ne change pas. J'ai essayé de vous montrer un schéma très simple de fonctionnement vers l'excellence. L'excellence, c'est bien sûr pour moi l'atteinte de l'objectif le plus haut placé possible. Cet objectif, on va l'atteindre si on met en place un cadre. Ce cadre, j'en ai fait un flow channel, le canal du flux de toutes les énergies individuelles qui vont se focaliser sur l'atteinte de l'objectif. Et pour ce canal, j'ai choisi, pour la mise en place de ce canal, j'ai choisi deux mots-clés, la tête et le spirit, l'esprit dans lequel on va travailler ensemble. Alors, c'est facile à comprendre, je l'ai dit, la tête, c'est d'abord de trouver les collaborateurs, question de recrutement, qui vont pouvoir m'aider à atteindre cet objectif. Donc, la notion de recrutement aujourd'hui est déterminante. Le club qui choisit les bons joueurs, qui a les moyens aussi de s'offrir les bons joueurs à la bonne place, etc., c'est déjà un avantage au départ. Et comme j'ai dit, les stratégies, les techniques, les méthodes et les outils de travail qu'on peut aussi fabriquer et qu'on nous propose quelquefois pour renforcer nos démarches. De l'autre côté, j'ai mis le spirit. Et c'est assez intéressant. Je prendrai ça comme exemple tout à l'heure. Le but, c'est d'avoir tous un objectif commun, de parler de la même chose. Et d'un autre côté, ça c'est l'objectif commun ici, si je prends tous les personnages de cette équipe, de ce groupe, et à l'autre côté, ici, avoir tous, en fait, des valeurs communes. Parce que l'esprit, c'est se baser sur des valeurs qui vont être les jalons placés de part et d'autre, ici au départ de l'entreprise, de la recherche de l'excellence, qui vont servir de balises, en fait, pour mieux canaliser dès le départ les énergies dans la bonne direction. C'est le contraire de l'anarchie. Hein. Et si vous prenez ce modèle,
Et vous prenez la notion des fagots, vous avez des individus qui sont individuellement relativement faibles, en se mettant ensemble, en se serrant les coudes, comme on dit, avoir un objectif commun et des valeurs communes, eh bien là, on ne le casse plus. On ne le casse pas. Et pourtant, les baguettes sont toutes friables. Et c'est ça, en fait, un peu mon souhait, c'est de travailler dans cet esprit-là. Et ça, on peut le faire dans le sport. Et Dieu sait si certains sports l'ont fait et ont gagné uniquement pour ça. Moi, je dis presque uniquement pour ça. Je prends l'exemple du foot. Prenez donc notre mouvement junior d'il y a quelques années, d'il y a 20 ou 30 ans. On ne parlait pas des juniors suisses en foot. Si vous regardez dans les tabelles, c'était à partir de 50e ou 80e. Et aujourd'hui, vous voyez des équipes suisses arriver championnes d'Europe, championnes du monde, même, championnes du monde. Et ce travail, je l'ai suivi de très très près parce qu'il a été mis en place par un ami de Macolin avec lequel je partageais mon bureau pendant des années. Donc j'ai participé un peu au départ de ce projet Futuro et j'ai vu comment ça fonctionne et il est parti sur le spirit. Il a essayé de bâtir chez ces jeunes, et ce n'est pas facile chez les footballeurs, ce sont souvent des enfants gâtés, ce n'est pas toujours le monde le plus facile à gérer. Eh bien, ils ont réussi des coups de maître, quelquefois en trouvant les bonnes personnes, les valeurs justes dans les équipes, en engageant des entraîneurs pédagogues et non démagogues, ce qui facilite considérablement les choses et qui nous permet d'arriver au succès. Alors, vous allez me dire ça, sportif ou non sportif, ou chacun d'entre vous dans vos entreprises, vous pouvez le mettre en place. On n'a pas plus d'arguments pour pouvoir déterminer ce travail de tête ou ce travail sur les valeurs. Je pense que ça, c'est qu'une question de dialogue, de communication, d'information, pour pouvoir faire passer ce message. Par contre, il y a un domaine où on est plus fort. Il y a un domaine où on est plus fort, en sport. C'est vraiment, je le dis avec beaucoup de plaisir, c'est dans le reste du schéma. On arrive tous là, le lundi matin au travail, pour aller vers l'excellence, mais on vient comment? On vient avec un corps physique, avec notre santé physique ou notre performance physique. J'appellerais santé plutôt dans le monde du travail, je parlerais plus de santé. Dans le monde du sport de haut niveau, je parlais de performance physique parce qu'on demande au corps des efforts plus conséquents. Et on vient avec une force psychique et émotionnelle, c'est-à-dire avec un cœur, j'aurais pu mettre avec des tripes, avec une volonté, avec un vouloir, tous les jours, avec une motivation plus ou moins grande au travail. Alors ça s'appelle pour nous préparation physique et préparation mentale. Et dans la préparation mentale, on inclut aussi la préparation émotionnelle, la gestion des émotions. Et ce travail-là, nous le faisons tous les jours. Il fait partie de notre quotidien. Dans le monde du travail, il est laissé au bon vouloir de chacun de veiller à sa santé physique, morale et sa motivation personnelle. Je ne dis pas que l'entreprise ne peut rien faire. Alors, moi, ce que je vous demande, parce que vous allez probablement me survivre, en tout cas la plupart d'entre vous, c'est que je prends un modèle un petit peu plus simpliste, qui est notre fameuse fusée de Tintin. Au lieu d'avoir les deux seuls pieds, j'ai mis la fusée, là, cette fois, sur 3 pieds, et c'est de développer la santé de l'entreprise. Il y a tellement à faire dans ce domaine pour pouvoir assurer la performance de demain, celle qui demandera encore plus d'efforts, encore plus de synergie pour atteindre des résultats. Et ce ne sont que des gens extrêmement bien dans leur tête et dans leur corps et dans leur cœur qui pourront le faire. Sinon, on va se planter. Je crois que ça, c'est un message très fort que j'aimerais faire passer. On est à Lausanne, j'ai eu cette chance aussi extraordinaire en 2002, l'année de l'exposition nationale, d'organiser un séminaire à Macolin sur ce thème performance de pointe en sport et en entreprise avec le professeur Bergman.
Peut-être que certains le connaissent, vous venez du management quand même, et il est quand même connu, il est à la retraite, je crois, aujourd'hui, on est à peu près contemporain. Et le professeur Bergnan m'a laissé cette formule magique de la performance en disant que c'était le produit des compétences, c'est-à-dire du pouvoir. Il faut pouvoir faire les choses qu'on doit faire. Et puis, la motivation, il faut vouloir, non devoir, vouloir le faire. Et tout ça multiplié par les moyens, qui est un peu le paramètre qui vous échappe parce qu'il incombe davantage à l'organisation, au club, à la fédération, à l'entreprise, de donner les moyens de le faire, de mettre à disposition les outils et aussi les ressources humaines nécessaires pour atteindre les objectifs qu'elles fixent la plupart du temps. Sinon, on n'arrivera jamais. Et dans cette formule, voyez-vous, ce qui est magique dans le fond, c'est pas tellement les trois facteurs, même si pour moi ils sont forts et clairs, mais c'est le produit, c'est la multiplication des facteurs. Si c'était une addition, on saurait pratiquement tout de suite si on est bien ou on est mal. Mais une multiplication permet certaines surprises. Dans le sport, par exemple, vous avez des équipes très riches, qui ont un contingent de joueurs de classe, qui ont des budgets incroyables, donc compétences extrêmes, moyens extrêmes, qui se font battre quelquefois par des équipes qui ont un cœur comme ça, mais la moitié des moyens et des compétences. Mais ça, cette équipe-là, qui gagne de temps en temps, les exemples, je pourrais vous en donner 1000, hein, eh bien, ces exemples-là montrent qu'on peut compenser certains déficits lorsque la motivation, qui est le seul facteur gratuit, là, c'est le seul gratuit, est au beau fixe. Donc maintenir le niveau de motivation est quelque chose de très important. Autre constat, le coach. Vous avez vu avec moi, la plupart d'entre vous, l'évolution du coaching. Les coachs, il y a quelques années, étaient des hommes orchestres, des hommes qui savaient tout, qui faisaient tout. Je prends un co, Jack, qui connaît le nom de Jack Guntart dans la salle? Ça vous dit quelque chose, Jack Guntart, madame? C'est celui qui faisait à la radio à 7h le matin la gymnastique pour tout le monde. C'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire. C'est vrai qu'il faisait ça. Mais surtout, il était champion olympique de gymnastique, entraîneur national jusqu'à sa retraite. C'est l'homme qui formait les entraîneurs, les gymnastes suisses, qui disait aux arbitres comment ils devaient juger, qui disait aux journalistes qui devaient écrire. C'était l'homme orchestre. Et quand je demande aujourd'hui, donnez-moi un nom d'un entraîneur national qui lui a succédé, on ne sait pas. On ne sait pas, parce que ces gens travaillaient en équipe. Ce n'était pas un personnage qui polarisait, c'était un groupe d'individus, dont tu as fait partie, Heiko aussi, à un moment, et qui ont prolongé l'action, l'excellence de la gymnastique en Suisse. Alors, aujourd'hui, on a des hommes orchestres, des chefs d'orchestre, non plus des hommes orchestres, tout simplement parce que nous devons travailler en équipe. Et l'équipe, c'est un avantage à condition, toutefois, qu'on respecte ces 4 points qui me sont chers. L'objectif commun, je l'ai dit, répartition claire des tâches et des rôles, parce que j'ai aussi fait partie dans un groupe de certains projets où je ne savais pas ce que je faisais, dans le fond, véritablement. On vient vous chercher parce que vous êtes monsieur un tel, mais on ne vous attribue pas forcément une tâche claire, suffisamment claire, pour que vous vous sentiez à l'aise. Alors là, en général, on repart très vite. La communication ouverte et dynamique, on se dit les choses, et un travail en équipe efficace exige d'être dirigé. Ça, je l'ai appris sur le bateau, chez Alinghi. Ça, c'était un projet magnifique. Je parle du premier projet Alinghi, celui d'Auckland. Et là, j'ai appris ce que c'était, en fait, le travail d'équipe, où un barreur qui se trouve à quelque part là derrière, Russell Coutts en l'occurrence, il a dans cette situation des gens
qui savent exactement ce qu'ils ont à faire, chacun, sans qu'il ait besoin de leur crier ce qu'ils doivent faire. Et simplement, lui, il est à la barre. Il peut demander à son tacticien ici, ou bien son bonhomme au haut du mât, qui a une autre vision du territoire, des vents, de la capricité des vents, caprice des vents, et de prendre la bonne décision au bon moment. Il n'a qu'une chose à faire, c'est conduire le bateau à destination, à l'objectif ou à la victoire. Ça, c'est une chose importante, à mon avis aussi, mais il y a toujours un leader qui montre la direction et qui est à la barre. Je crois que ça, vous le savez. Ce chemin, vous ne serez pas étonnés, je commence par la motivation. La motivation, je l'ai dit, c'est la benzine. Alors, la motivation, elle part très souvent d'un projet. On est dans la maison olympique, on ne va pas se leurrer. Ces espérances, ces projets sont les courants d'aspiration de la réussite dans le futur. N'importe qui, ce n'est pas Jean-Pierre Heger qui va, comme millionième individu, vous dire « J'ai rêvé comme garçon d'aller aux Jeux Olympiques. » Mais oui, mesdames, messieurs, j'ai rêvé. Comme tous les Federer, tous nos champions, Wawrinka et compagnie, j'ai rêvé d'aller aux Jeux. J'ai rêvé d'aller aux Jeux, modestement. Peut-être j'étais trop modeste. J'ai rêvé d'aller aux Jeux. Puis une fois que je suis allé aux Jeux comme athlète, j'ai rêvé de médailles. Mais j'ai vu que pour les médailles, c'était mes athlètes qui allaient les donner. Et puis j'aurais fait confiance, puis ils me l'ont rendu 1000 fois depuis, 1000 fois. Et je crois que si on n'a pas ces rêves, si on n'a pas cette aspiration qui nous fait aller au travail avec plaisir tous les jours, eh bien, il nous manquera toujours quelque chose. Je pense aussi à ce rêve de Bertarelli, quand il dit « Tout est parti d'un rêve, celui d'amener l'océan au cœur des Alpes ». C'était ce rêve fou du montagnard, en fait, même si lui c'est plutôt un homme du lac qu'un montagnard, mais comme pays, d'aller chercher ce trophée mythique des gens de la mer. Eh bien, moi, ayant fait partie de ce projet, dans un rôle mineur, préparateur physique et motivateur en compétition, à côté de tous les techniciens qui ont construit cet appareil et tout ça, c'est très modeste. Mais c'est une partie dans tout. Et j'ai pu voir ce rêve se réaliser, et croyez-moi, à aucun moment j'ai douté qu'on pouvait ne pas remporter cette coupe. Pour moi, c'était presque une évidence, tellement on était dans le flot de la victoire. Alors, dans cette motivation, j'ai essayé d'aller chercher dans ce mot sa signification dans les dictionnaires et tout, et j'ai trouvé quand même une origine que je ne connaissais pas, c'est celle de movere, donc du mouvement, de mouvoir, dans le mot motivation. Et j'ai mieux compris par le biais du motif. Motif, motivation, il faut avoir un motif pour être motivé. Et un motif, c'est un objectif, un but. Ça, c'est clair. Mais, et là, j'ai réfléchi, motif, ça a quand même une autre signification aussi. C'est pour quel motif je fais ça? Pour quel motif je fais ça? Donc, il y a la notion du sens. Et si, il y a 30, 40, 50 ans, le motif objectif suffisait quand le papa, le commandant de compagnie, le chef des pompiers disait « tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça », et nous on faisait ça, on faisait ça, on faisait ça. Pourquoi? Parce que c'était lui. Il y avait un respect, simplement, c'est lui, il donnait un ordre, et on le faisait. Et la plupart du temps, 90% le faisaient de façon convaincue, sincère, et 10%, on aura toujours 10% qui auront une raison de ne pas être d'accord. Mais on ne les voyait pas derrière 90%, c'est un ou deux arbustes derrière une forêt, donc ça ne se voit pas. Et finalement, il y a eu un moment où ça ne suffisait plus de donner des ordres. Et on s'est trouvé confronté à la notion du sens, où tout d'un coup vous demandez à tout le monde de faire quelque chose, et vous avez le 90% qui vous dit non. Vous savez, à quel moment dans l'histoire, dans notre histoire contemporaine,
il y a eu un changement radical entre la notion du motif objectif et la notion du motif sens. Depuis quand a-t-on exigé du sens dans les ordres qu'on donnait, dans l'éducation qu'on donnait? Quel était le déclencheur de ça? C'est vraiment historique, hein, et très proche de nous. Plus proche de la Suisse romande que de la Suisse alémanique, par exemple. En Suisse romande, en général, ça vient tout de suite. En Suisse alémanique, ça fait des détours par le mur de Berlin, et le vote des femmes, etc. C'est quoi? Quel est l'événement, mesdames, messieurs? Mai 68. Comment? Mai 68. Mais bien sûr, c'est mai 68. Pour ceux qui l'ont vécu, mai 68, ça a été la remise en question de tout un système. Alors aujourd'hui, soyons heureux d'avoir ce merveilleux stage de fixer des objectifs qui font sens. Qui font non seulement sens pour soi, qui donnons les ordres, mais aussi pour ceux qui ont à les exécuter. Et lorsqu'on a les deux, je dirais, on déclenche le plaisir, et c'est le plaisir qui représente véritablement le mouvement de Mauveret. Et on a fait le tour de la boucle. Et quelquefois, c'est dur, vous savez, dans certaines disciplines, vous l'avez dit, le lancer du poids n'est pas la discipline la plus spectaculaire. Hein. Mais si vous avez un athlète qui vous dit, après 10 ans, je ne me suis jamais ennuyé dans un de tes entraînements, c'est peut-être plus difficile, ou au mieux, plus gratifiant que si vous êtes entraîneur de foot, où vraiment c'est un jeu. On s'amuse quand même à quelque part, on joue. Et c'est vrai qu'un lanceur de poids, il ne joue pas, il travaille. Il travaille, même très durement. Donc, on peut faire certaines différences. J'aimerais vous dire quelque chose encore sur la motivation, parce qu'elle est importante. On est motivé en général quand on a du succès. C'est-à-dire quand l'exigence qu'on se fixe ou qu'on nous fixe et le niveau de compétences requises pour l'atteindre sont en harmonie, on est en plein dans ce flow, dans cette notion de bien-être qui a été si bien décrite par un célèbre psychologue qui s'appelle Mihan Sali, dans la notion de bonheur. On a une vie accomplie lorsqu'on atteint ses objectifs régulièrement. Et bien sûr, plus les compétences grandissent et plus le niveau d'exigence va augmenter. Et le flow, bien sûr, c'est plutôt ici que ici en bas. Alors, dans notre monde aujourd'hui, pourquoi est-ce que tant de gens sortent du flow, sont surchargés, ont des exigences qui dépassent le niveau de compétence, qui sont stressés? Ou alors le bore-out, c'est-à-dire où le niveau de compétence est trop grand par rapport au travail qu'on propose. Et ces gens s'ennuient, ces gens ont mal. Ce sont des situations de mal-être, d'où, vous le savez, le nombre croissant de gens qui sont dépressifs dans notre société, qu'on voyait quand même moins avant. Alors, il y a une notion qui nous permet peut-être d'aider, c'est que quand nous arrivons chacun dans ce monde du travail pour atteindre ces objectifs qu'on nous fixe ou qu'on se fixe, eh bien, nous arrivons tous avec nos objectifs, nos valeurs, nos motifs, nos désirs, nos intérêts propres. Et très souvent, comme coach, j'ai l'impression que seuls les miens, mes intérêts, mes objectifs, mes valeurs sont corrects, sont justes. Et j'exige quelque chose que les autres n'ont pas forcément, parce qu'ils sont différents de moi. Donc, je dis, le meilleur coach n'est pas celui qu'on dit toujours exemplaire, c'est-à-dire qu'on suit bêtement, parce que lui, il a du punch, etc. C'est pas ça. Le meilleur coach, c'est celui qui arrive à capter les objectifs, les valeurs, les motifs, les désirs de ses collaborateurs, de ses athlètes, et qui arrive le mieux à les intégrer dans le projet commun. C'est ça, c'est ça. On est coach pas d'une équipe, on est coach souvent de 10, de 20, de 30 personnes dans une équipe. C'est un grand boulot, mais c'est un métier. On peut être chef, on peut être plutôt manager, mais quand on fait du coaching ou qu'on se veut coach, ça veut dire qu'on se préoccupe de chacun des acteurs de l'équipe. Je dis toujours, le meilleur coach dans une équipe de foot, c'est celui qui fait progresser les remplaçants.
à tel point qu'ils deviennent des vrais concurrents pour les meilleurs. À ce moment-là, vous faites rehausser le niveau de l'équipe. Si vous décidez du premier jour qui est remplaçant et qui est titulaire, eh bien c'est un nivellement par le bas. Les bons se contenteront juste de faire le nécessaire pour pouvoir rester là, mais ils feront juste le nécessaire. Ils ne feront pas plus parce qu'ils ne sont pas poussés. Je crois que ça, c'est très, très important. Et pour terminer cette question de la motivation, c'est la remise en question. Se mettre à poil une fois par année devant un miroir. Quelquefois, c'est plus tellement attrayant, mais enfin bon, on y passe, on s'en fait. On se dit que ça n'a pas toujours été comme ça, mais c'est pour ça que j'ai déshabillé un homme une fois. C'était pour pas qu'on me traite de machiste, puis je sais pas quoi. On a déshabillé un homme. Et puis, on se pose des questions simples, mais très simples, parce qu'en fait, la vie est simple. On peut la rendre compliquée, mais se poser la question, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui me donne envie d'aller chaque matin à mon boulot? Est-ce que je fais ce que je rêvais de faire? Est-ce que je le fais parce que je veux le faire, ou bien parce que je dois le faire? Et quand on répond positivement à ces questions, c'est qu'on est en plein dans le love-it, donc ça veut dire on aime, donc on n'a pas de raison de changer. Si on commence déjà à voir certains points négatifs dans notre fonctionnement, on a une chance, c'est le change it. C'est d'aller voir tout de suite son supérieur ou son chef et simplement lui dire, écoute, je me sens plus tellement bien. C'est plus, il y a quelque chose, je pèse tellement bien, tu peux m'aider, tu peux m'aider. Ils sont là pour aider les chefs. Oui. Les chefs coachs sont faits là pour aider. Les autres, je ne sais pas. Ils ne savent pas d'ailleurs qu'on peut aider les autres. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas appris ça. Donc, le problème du change it, c'est un acte de courage parce que vous êtes mal, mais tout le monde n'est pas censé le savoir. Parce qu'il y a des cachotiers parmi nous. Il y en a qui n'aiment pas montrer qu'ils ne sont pas bien. Et c'est peut-être les plus dangereux, c'est ceux qui sont le plus en danger. Donc ça, il faut agir, c'est à nous d'agir. Et si ça ne va plus, eh bien on part. On part. On part, c'est le leave it. On prend les voiles, puis on va voir ailleurs. Et quelquefois, c'est magnifique. Moi, j'ai fait l'exercice, écoutez, je sais de quoi tu parles, j'ai fait l'exercice à 56 ans. À 56 ans, j'ai trouvé que mon job à ma collègue magnifique, ma collègue magnifique. J'ai eu pétard avec personne. J'étais bien, j'avais mon salaire, responsable de la formation du haut niveau, etc. C'est pas si mal, mon Dieu. Il y a pire. Et puis non, j'étais pas bien. Je répondais plus positivement à ça. Je faisais plus ce que je voulais faire. J'étais devenu un bureaucrate, un technocrate, et plus un pédagogue, un formateur, etc. Et je suis parti, avec l'assentiment du directeur qui m'a compris, etc. Je suis parti et je suis encore là maintenant. Je suis encore là maintenant, à 71 ans bientôt. Je suis encore là. Mais si j'étais resté, probablement j'aurais fini, mais en comptant les jours, les heures, les secondes qui me restaient à faire. Et j'aurais certainement pas eu la vie passionnante que j'ai eue encore plus tard, après, grâce à cette volonté de changer. Les points 2 et 3, je fais très vite. Très très vite, c'est le point un peu intellectuel de mise en place. Mais ce n'est pas pour ça que je fais très vite. Mais c'est parce qu'il demanderait un développement beaucoup plus long. C'est de savoir qu'est-ce que je dois faire maintenant pour arriver là-haut. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je vois deux choses. Je vois la mise en place des paramètres endogènes, ça veut dire les paramètres sur lesquels je vais pouvoir agir au quotidien. Corriger les techniques, la tactique, les stratégies, améliorer la condition physique. En améliorant ici, je dois faire attention que la nutrition et la régénération, qui va être responsable de l'amélioration de la condition physique. Parce que l'entraînement, qu'est-ce qu'on fait à l'entraînement? On fatigue les gens. On les démolit un peu. Mais oui. Vous savez que mes athlètes, quand ils sortent de l'entraînement, ils sont plus fatigués que quand ils rentrent. Donc, je les ai affaiblis. Et quelquefois, les gens me demandent « Mais ton boulot, c'est quoi là? Tu fais quoi ?» etc. J'ai dit « J'affaiblis mes athlètes. » Ben oui, j'affaiblis mes athlètes.
Et puis après, en ayant une vie, une hygiène de vie qui est correcte, ils vont respecter les notions de récupération, régénération, et puis ils vont avoir le bénéfice retardé. Mais le bénéfice, c'est un retard. Hein. Nous, on appelle ça la surcompensation, supercompensation. C'est ça. Donc, c'est un facteur capital quand on parle de conditions physiques. On ne peut pas s'entraîner plus ici et puis faire moins là. Ce n'est pas possible. La santé, qui reste un point crucial pour vous, pour nous, aussi sport d'élite. La capacité d'intégration à l'équipe, puisque tout se fait en équipe, il faut savoir travailler en équipe. Le matériel qui se développe constamment. Il y a un développement dans ce domaine qui est incroyable pour ceux qui sont dans le sport depuis 50 ans. C'est incroyable tout ce qu'on a à disposition aujourd'hui pour améliorer la performance. Et puis la force mentale, émotionnelle, je ne vous le dis pas, la pression aujourd'hui est beaucoup plus forte qu'au temps où le sport était de l'amateurisme pur, parce qu'il y a des questions d'argent, il y a des questions de prestige, il y a plein de choses qui font que la charge émotionnelle et mentale pour l'athlète est très grande. Alors moi j'ai sélectionné maintenant ces points sur lesquels je vais travailler, et je vais travailler comment? Je vais travailler avec chaque athlète, avec chaque entraîneur, on va essayer d'étudier le profil de chacun. Ses points forts, ses points faibles. Évaluation personnelle et la vision extérieure qui sera celle de l'entraîneur ou d'un proche. Et quand on a ce schéma-là, on peut dire qu'on parle de la même chose. On est d'accord sur l'état de cet athlète. Alors, quand vous regardez ça maintenant, vous avez fait un diagnostic de la personne. Vous savez qu'on n'a encore pas fixé l'objectif. Hein? On arrive au point 3 là, du cheval d'excellence. Et on n'a encore pas fixé l'objectif. On a simplement fait un profil, un diagnostic de la situation, et on a vu par exemple que cet athlète était techniquement très fort, mais très moyen en conditions physiques. Alors maintenant, vous voyez ça, vous avez tous les paramètres, et vous dites, ok, c'est clair que je vais devoir forcer ma condition physique. Et vous le faites. Et vous n'avez pas fait ça, je vous parie que vous n'avez pas ça devant vous, vous allez forcer la condition physique. Et qu'est-ce qui va se passer? L'athlète va casser. Pourquoi? Parce que la santé n'est pas au point. Ça, c'est le premier facteur. Il n'est pas prêt à faire plus physiquement si, au niveau de sa santé physique, il n'est pas prêt à un investissement. Admettons qu'il soit tout en haut, là. Est-ce que vous allez lui permettre sans problème, de forcer ici? Disons qu'il est tout en haut, il a une santé impeccable. Et vous décidez d'améliorer encore plus, de le charger davantage, de faire s'entraîner plus sur le plan physique. Vous pouvez le faire? Vous voyez une restriction? Laquelle? La régénération. Mais oui, c'est clair. Alors c'est clair. Vous les tirez d'un côté, vous allez tirer là. Vous lui demandez plus d'investissement, vous allez lui donner plus de temps de récupération. Ce qu'on fait beaucoup, nous, aujourd'hui, avec des athlètes qui travaillent encore, partiellement, on les décharge, on leur donne des pourcentages de moins de travail dans l'entreprise, ou on leur donne un subside qui compense la perte de gain, ou des choses comme ça, parce qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas leur demander plus partout. Ce n'est pas possible. Donc ça, cette notion de diagnostic me paraît très importante après pour prendre la décision de savoir quel objectif on va poursuivre. Mais avant, j'aimerais revenir sur ce schéma. Il y a un élément que nous n'avions pas il y a plusieurs années. C'est les éléments exogènes. Aujourd'hui, vous devez non seulement maîtriser les éléments de croissance au quotidien, qui seraient ceux-là, mais tous les éléments qui vous viennent dessus, que vous le vouliez ou non, qui s'appellent influence climatique. Dans certains domaines d'activité, le climat peut jouer un rôle considérable. Prenez la vente dans votre domaine. Le ski, quand vous avez des hivers qui deviennent toujours plus chauds, la neige toujours plus rare, la vente de ski, problématique. Hein? Et si vous travaillez dans ce domaine-là, ce n'est pas évident. Donc il y a des alternatives, il faut trouver des solutions, etc. Il y a toute une réflexion, les conditions psychosociales des gens qui viennent travailler viennent avec leurs problèmes aussi, travailler. Vous ne pouvez pas ne pas en tenir compte.
Les sponsors, ben, vous voyez, c'est l'apport financier pour payer des projets, etc. Le matériel qui est en pleine évolution. Avons-nous le matériel adéquat? Suivons-nous l'évolution ou bien sommes-nous en retard? Le client, qui est notre spectateur, que veut-il? De quoi a-t-il besoin? Les médias, la concurrence, Dieu sait si la concurrence est importante en sport, connaître son adversaire pour déjouer ses plans, pour prendre un ascendant sur lui, la concurrence chez vous, Dieu sait aussi si ça représente quelque chose, etc., etc. Donc, une fois que je connais ça, que j'ai fait ce diagnostic, eh bien oui, je peux définir les objectifs. Maintenant, je peux dire, voilà, maintenant on fait d'abord ça, ça, ça. Alors, quand Valérie, l'athlète que je suis actuellement, est venue me voir il y a 4 ans, après un immense problème personnel, divorce de son entraîneuse de longue date, de son mari, elle m'a demandé si je pouvais l'aider dans cette tâche parce qu'on l'a considérée comme finie. Il y a eu vraiment une polémique un petit peu, une cabale un peu contre elle, malgré elle. Et puis elle est venue me voir, puis elle m'a demandé, est-ce que tu m'aides à gagner cette médaille? Tu l'as fait avec Werner Günther, une 3e médaille de championne du monde. Bon, j'ai fini par céder. C'était plus du tout mon plan, plus du tout, mais j'ai fini par céder. Peut-être parce que c'était une femme et que je n'avais jamais entraîné une femme vraiment de haut niveau et que l'expérience dans ma discipline, quand même, c'était aussi un retour dans ma discipline qui vous est tant chère. Ça m'amuse parce que c'est vrai, parce qu'il a raison dans le fond. C'est pas la discipline. Moi, en général, quand je regarde du sport à la télé, je ne regarde pas le lancer du poids non plus. Je ne me repasse pas les films. Hein. Rassurez-vous. Mais c'est la démarche. Vous avez bien compris que derrière ça, il y a un travail interpersonnel, il y a un travail qui est extraordinaire sur le plan humain, que ceux qui le font le connaissent. Quel que soit l'outil de travail, l'outil c'est qu'un alibi pour aller au bout de quelque chose. Ben, il y en a qui choisissent le poids parce que c'est plus facile de le faire au poids que... Moi, c'était difficile de le faire en patinage artistique. Hein? Alors, c'est plus facile de lancer. Donc, ça, il y a dans ces photos quelque chose d'important. C'est que, regardez, vous avez des objectifs orientés sur les résultats et les motivations. Je veux être champion du monde. Je veux courir le 100 mètres en dessous de 10. C'est des souhaits, c'est des rêves, c'est des visions, c'est bien de les avoir. Mais c'est pas suffisant. Il y a des milliers de gens qui rêvent. Ils restent dans le rêve. Pour moi, en fait, les objectifs orientés sur les comportements à avoir ou les modifications de comportement à avoir pour avoir des chances d'atteindre le but, qui sont indispensables. C'est en fait de savoir, quand on regarde cette image, c'est que ce regard ne suffit pas, il ne suffit pas de le porter sur la médaille, mais il faut le voir par le terrain d'entraînement. Les centaines d'heures de lancer, la précision, le développement de la force, surmonter les blessures, les doutes, etc. C'est ça, c'est là qu'on bâtit la performance. Et puis ça, c'est qu'un résultat. Alors l'objectif, pour moi, c'est davantage de maîtriser ce 5e point qui est la notion de croissance. Comment on fait pour grandir? Alors là, le sport est très imagé et je vais vous apporter tout de suite un exemple assez fascinant. Vous voulez monter dans le flow, si possible, être le plus souvent possible dans le flow et monter dans le flow pour atteindre l'excellence. Alors, je prends l'exemple facile du jongleur à 3 balles. Quand vous savez jongler à 3 balles, vous êtes déjà un jongleur. On peut dire à 2 balles, je dirais non, parce qu'on a 2 mains, 2 balles, non. Mais 3 balles pour 2 mains, c'est comme un exercice déjà d'une certaine complexité. Donc, il suffit maintenant d'être là et de vous donner une 4e balle en jeu. Et vous êtes déjà plus jongleur. Parce que vous n'y arrivez pas. C'est clair. Vous êtes désemparé,
métonnaire, qu'est-ce que je fais, etc. Vous demandez des explications, ça ne vient pas tout de suite. Vous ne savez pas, vous êtes déstabilisé, vous passez d'une seconde à l'autre dans le monde du stress, de la peur de ne pas réussir, du souci provoqué par cette 4e balle. C'est une image que je donne. Hein. Et maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est de maîtriser, après un effort, de vaincre cette déstabilisation pour se stabiliser à un niveau supérieur. C'est exactement ça que fait l'athlète tous les jours, dans son apprentissage technique, dans son développement de la force. C'est soulever des poids qu'il a de la peine à maîtriser et qui finit par maîtriser pour soulever 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg de plus. Et ça, mois par mois ou année par année, pour essayer d'atteindre dans tous les domaines nécessaires à l'excellence, la technique, la tactique, la stratégie, pour arriver à se développer. Donc ici, une fois que j'ai vaincu cette déstabilisation, je me suis stabilisé à un niveau supérieur dans le flow. Et une fois que j'ai stabilisé, je suis prêt peut-être à repartir dans une autre étape. C'est ça le chemin. C'est ça. Quelquefois, on m'a posé la question dernièrement, pourquoi n'as-tu pas fait une montée de ce côté-là? Ce n'est pas une mauvaise question. On est aussi en dehors du flot. Moi, j'ai vécu, je ne vous le cache pas, et on m'en a fait part ce soir, Marseille, hein, qui a été mon crève-cœur à quelque part, parce que j'avais plein d'idées, plein de projets avec mon pote Yves Marchand. Et puis on n'a pas pu parce qu'on a été freiné. Peut-être par des gens qui étaient un petit peu plus malhonnêtes que nous, moins honnêtes, comme on voudra, peu importe. Hein. Mais finalement, c'est vrai que la déstabilisation de ce côté-là est beaucoup plus grande. Ça a été ma plus grande déstabilisation. Moi, de toute façon, j'ai l'habitude d'être ici en haut. Je suis que là-haut depuis longtemps. Des fois, je me demande comment on tient encore. Mais ça, je l'accepte, c'est intégré. Mais de passer par là, c'est vrai qu'il m'a fallu beaucoup plus de temps pour retourner dans le flot. Donc, c'est là que j'ai appris que les gens qui souffraient de ce qu'on appelle le bore-out étaient aussi graves, sinon plus, que d'avoir un petit peu trop de travail. Parce qu'en travaillant un peu trop, on peut encore arriver à des résultats. Mais en n'ayant plus rien à faire, parce que vous êtes mobé, par exemple, le mobbing est la forme la plus détestable de ce schéma. C'est de mettre quelqu'un en dehors, ne plus lui donner de responsabilité, de le réduire à un figurant, c'est le tuer, c'est vraiment le tuer. Surtout si la personne a envie de faire quelque chose, c'est assez grave. Donc ça, pour moi, c'est la leçon. Alors pour se développer, pour moi, c'est d'abord d'accepter l'échec. Si on n'accepte pas l'échec, on n'a rien compris au développement. Parce que ça peut passer dans les deux sens. On peut réussir tout de suite, mais on peut d'abord échouer et réussir après. Il n'y a pas un ordre défini absolu. L'échange de connaissances et d'expériences, c'est fabuleux. Moi, quand je vois ces 5 bons hommes, c'est les 5 qui ont bâti le bateau à Lingui. Ils sont tous d'un continent différent, là, pratiquement. Eh bien, tous les jours, ils étaient ensemble. Tout le temps. Quand il n'y en avait pas 5, il y en avait 4 ou 3. Mais on sentait du déjeuner le matin jusqu'au soir, ils étaient tout le temps en discussion. Toujours avec des idées nouvelles pour améliorer la qualité du bateau. Apprendre des sciences. La science nous offre vraiment aujourd'hui un champ d'expérimentation tellement grand dont profitent toutes les entreprises, vous, autant que moi, après, dans ma discipline. Et une chose à ne pas oublier, mesdames, messieurs, dans un monde qui a tendance à s'embourgeoiser, mais dans le mauvais sens du terme, dans la passivité, qui n'est plus physique du tout, c'est d'entraîner sa condition physique, son fitness. Parce que des gens qui ne sont pas fit sont mous, deviennent mous, et avec l'âge, encore plus vite. Et quand on est mou, quand on n'est pas fit, on n'est pas productif.
on n'apporte plus grand-chose, ou on apporte de moins en moins à la performance. Et ça, moi, je le vois, et c'est tragique. Parce que je vous ai dit, dans les entreprises, je vois beaucoup de choses, dans le sport aussi, hein, mais un peu moins, parce que ça reste quand même physique. Quand on ne peut plus, ben, on arrête le sport. Tandis que quand on ne peut plus, et qu'on a 50 ans, on a encore quand même une quinzaine d'années à tirer avant de pouvoir débarrasser le plancher. Alors, il y a un effort à faire quand on sait qu'un tiers de la population suisse est parfaitement inactive, un tiers fait le minimum, c'est-à-dire qui consiste à une demi-heure de mouvement, je ne dis pas de sport, mais d'activité physique, de marche ou comme ça, par jour, ce qui est un minimum, et un tiers seulement est fit. Ça veut dire dépasse les 80 ans en étant encore en une certaine autonomie dans ce qu'ils font. Quand on est placé dans ce monde et qu'on observe un peu, on voit tout ça. Et moi, ça me fait peur. Et je dis, une nation qui n'est pas fit, c'est une nation qui n'aura pas une industrie, une économie, un développement qui sera de pointe. Là, on risque de perdre beaucoup si on ne veille pas à cette santé physique. Je le dis parce que je me sens autorisé dans ma fonction de faire cette remarque. Alors, vous allez me dire maintenant, il faut, pour se développer, pour croître, il faut beaucoup donner. Il faut beaucoup se dépenser. Il faut aller aux limites pour pouvoir les déplacer. Aller aux limites, c'est quand même beaucoup d'énergie. Et on voit les gens qui ont des problèmes énergétiques terribles. Et moi, j'ai appelé ça le management de l'énergie et non le management du temps. Pourquoi? Parce que dans les 70 ans maintenant que je vis, qu'est-ce que j'ai vu dans cette vie? J'ai vu qu'une heure, c'est toujours 60 minutes. Un jour, c'est toujours 24 heures. Ça n'a pas changé. Mais non, mais ça n'a pas changé du tout. Par contre, ce qui a changé, c'est la vitesse autour de nous. Moi, ma mère tenait un restaurant du funiculaire à Lacoudre, Neuchâtel, pour ceux qui connaissent cette région. Et comme gosse, les 9 premières années de ma vie, parce qu'eux avaient un rêve, c'est de construire une maison, parce qu'ils n'avaient rien, les parents. Alors mon père travaillait dans son métier, et ma mère tenait un restaurant jusqu'à ce qu'ils aient l'argent pour acheter, pour construire leur maison. Et ça, c'est aussi une forte rêve, ils l'ont fait. Alors moi, j'ai fait les 9 premières années de ma vie dans ce restaurant. Et j'ai beaucoup vu ce que c'était la vie de quartier de ces gens qui venaient, contrôleurs du tram, qui venaient prendre une bière panachée entre deux courses, qui jouaient avec moi dans le gravier, sous les platanes, et qui reprenaient le tram, qui remenaient. Et le soir, ils changeaient de tenue de travail, puis ils étaient dans leur jardin jusqu'à 10h30. Puis à 6h du matin, ils reprenaient le tram, comme conducteur ou comme contrôleur. Toute la journée, ils étaient en marche. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient un marathon. Ils faisaient un long footing. Ils traversaient la journée tranquillement avec un long jogging. Puis le lendemain, ils étaient là. Puis ils recommençaient. Ils faisaient ce qu'on appelle un entraînement de durée. Et puis, si vous allez aujourd'hui dans ce quartier, et puis le restaurant, il est toujours là. Toujours là. Et de temps en temps, j'y vais, simplement pour me rappeler de ces moments-là. Et je regarde ce qui se passe autour de moi. C'est plus des trams qui montent tranquillement, c'est plus des contrôleurs qui sortent du tram. Il n'y a pas le temps de sortir du tram. Parce que les portes, quand elles s'ouvrent, elles sont déjà fermées. Et puis, on essaye de rattraper la minute de retard qu'on avait, etc., pour ne pas l'avoir à double, à triple, à quintuple après. C'est ça la vie d'aujourd'hui. C'est ça, traverser la route, là où je faisais du hockey, où toutes les 10 minutes, il y avait la voiture du pasteur ou de l'instituteur qui passait, et qu'on enlevait les buts, qu'on les remettait et qu'on continuait de jouer. Vous ne passez pas, parce que c'est toute la journée comme ça, puis il y a un feu qui nous permet de temps en temps de traverser. Donc, on vit dans cet environnement. Et on a passé de la course de longue durée à un autre système, c'est au sprint. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est un travail d'intensité.
On travaille dans l'intensité. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait de ça? Il y en a qui ont vu. Par exemple, reprenons le foot. Si je vous pose la question, qui est-ce qui fait du foot? Qui a fait du football ici? Un peu de foot. Si je vous pose la question, quel est le plus grand changement dans le football, à part le fric et tout ça, le plus grand changement dans le foot dans ces 30 dernières années? Les arrêts de jeu? Je sais pas, je suis plus trop. Non, mais quand vous regardez un match et vous le comparez à ce qu'il y avait il y a... Bon, vous êtes jeune, vous, quand je vous dis... Non, mais peut-être de la tricherie, de la mauvaise foi, non, mais le physique surtout. Oui, c'est surtout physique, c'est la vitesse de jeu. Écoutez, j'entendais Rummenigge dans une interview, il n'y a pas si longtemps que ça, à la télévision suisse, dire ceci. Quand je me vois jouer, il était ailier, Rummenigge, dans une des meilleures équipes du monde, l'équipe d'Allemagne championne du monde. Et il a joué à l'Inter de Milan, il a joué aussi au Servette à la fin. Il était ailier, donc assez rapide. Hein. Il me dit, quand je me vois jouer sur une vidéo, je me demande si la vidéo ne tourne pas au ralenti. Par rapport à la vitesse actuelle des acteurs sur un terrain. Et pourquoi, maintenant je vous dis pourquoi. Pourquoi c'est comme ça aujourd'hui? Parce que la méthodologie d'entraînement a changé. On a arrêté. Ces gens qui jouaient à cette vitesse moindre, quand ils faisaient de la condition physique sans ballon, ils faisaient quoi? Vous savez ce qu'ils faisaient? Les tours de terrain. Les tours de terrain. Et les tours de terrain, vous y allez. Moins vous allez vite, plus vous en faites. Et la comptabilité, c'était le nombre de tours. Oh, ils ont fait de la condition physique cette année, ils faisaient au moins 50 tours de terrain par entraînement. Bon, voilà. Et là, on a dit non, maintenant l'entraînement, ce ne sera plus des tours de terrain, ce sera des sprints, revenir au trot, parce qu'on sait que le foot, c'est toutes les 30 secondes une action de 5 secondes maximum, qui est intense. Et puis après, on a le temps de récupérer un peu et on repart. Ou on saute, ou on touche sur des poids et on repart. Et aujourd'hui, on est dans l'intermittent. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Vous êtes confrontés pas tous peut-être, pas tous, mais ceux qui le sont, doivent revoir leur méthode de gérer leur énergie. Et de dire maintenant, j'ai un matin, un après-midi et une nuit. La nuit, je dors. Le matin, j'ai de l'énergie, j'en ai plus que l'après-midi. C'est d'utiliser cette énergie pour faire ce qui est important. De couper, parce que vous êtes obligé de couper, parce que vous avez moins d'énergie. Vous pouvez continuer, mais vous faites un court-circuit. Chaque fois que vous faites des efforts conséquents, là où vous n'avez pas d'énergie, pour le corps, c'est mauvais. D'abord, on ne le sent pas, mais ceux qui font des dépressions le savent. Parce que ceux qui font des dépressions ont des tensions qui sont les plus grandes la nuit quand ils sont morts de fatigue. Ils ont les crises d'angoisse, etc. Donc, à quelque part, suivre le courbe naturel de l'énergie, accepter l'arrêt de midi, la pause, vous la faites comme vous voulez, chacun est libre, pour pouvoir avoir assez d'énergie, pour pouvoir encore travailler un moment l'après-midi et de relâcher le soir. L'athlète le fait systématiquement. L'athlète s'entraîne intelligemment dans ce domaine-là. Et dans la semaine, la même chose. La semaine est une unité, ce n'est pas biologique, mais organisationnel. On peut avoir des jours de pointe où on fait beaucoup, suivi de jours où on fait moins ou autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas au travail, mais on fait autre chose. Là, par exemple, l'athlète consacre une demi-journée aux soins corporels, massage, sauna et des choses comme ça. Et là, c'est le repos complet. Donc, il y a une dynamique de charge qu'on retrouve après dans les mois qui font l'année, où on va essayer de changer de méthodologie de toutes les 3-4 semaines. Et quand on sait que le corps humain, et c'est la femme qui nous le montre par son organisation hormonelle, les menstruations, que l'humain fonctionne à entre 23 et 33 jours, 28 étant la courbe physique de la femme, mais chez la femme, parce qu'elle a des signaux de cette courbe. Mais nous,
on est aussi des humains, on n'a pas les mêmes signaux, mais on subit le même fonctionnement. Et de respecter ce fonctionnement en essayant d'avoir une semaine déchargée, en tout cas légèrement déchargée, toutes les 3-4 semaines, nous conduit à faire après les bonnes performances là où on veut les faire. Je crois que ça, c'est primordial de repenser tout ce système et qui vous permettra finalement de vous poser la question, est-ce que je prends un vélo à 2 roues ou à 3 roues? C'est une image. Si vous prenez un vélo à 2 roues, vous allez dire, dans ma vie, j'ai 2 choses, le boulot et la famille, ou la famille et le boulot. Vous avez une panne au boulot ou en famille, votre vélo s'arrête. Si vous prenez un tricycle et vous dites, les roues arrière, c'est la profession et la famille, mais que devant, comme par hasard, il y a une roue qui est « je, Bibi ». Chacun d'entre vous. C'est moi, là, avec ma force physique, pour pédaler. Je suis en bonne santé, je peux pédaler. J'ai la force, je peux y aller. Je suis mort, je ne peux plus pédaler. Et j'ai la lucidité de guider encore. Donc on est de nouveau sur cet axe physique et mental ou émotionnel. On est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, dans son cœur. Et puis même si on a les pneus crevés derrière, un peu moins droit, mais on pédale, on y va, on continue. La vie ne s'arrête pas. Je crois que ça, c'est un exemple assez fort du fonctionnement, c'est redonner une place à son soi. Mais chacun est sur un vélo. Et puis quand on est dans un groupe, on essaye d'aller ensemble, avec chacun son vélo, dans une direction ou une autre. Le dernier point, je vais passer à l'évaluation, c'est la compétition. C'est les larmes de Londres parce qu'une fille n'a pas joué le jeu, puis qu'il a fallu une semaine pour avoir les contrôles qui permettaient de lui faire une immense fête à Auckland pour lui remettre cette médaille volée une semaine avant à Londres. Là, ça a été un moment, je vais finir par une image, j'ai commencé avec l'image, je finirai en image plus précise sur ce moment qui a été un des moments les plus extraordinaires que j'ai vécu avec un athlète ou une athlète, de vivre avec une athlète là qui a gagné une médaille d'argent, quand même, et de voir cet enterrement là, ces visages défaits, la défaite, parce qu'elle pensait gagner. Le but, c'était de gagner cette compétition. Alors là, dans le coach, vous savez, moi, j'aurais aussi aimé, là, je souris, mais j'aurais pu pleurer, c'était la même chose. Hein. J'étais pas mieux qu'elle, mais là, par contre, j'ai pris cette photo parce que pour moi, elle a toute une signification. Elle a souri. Vous savez pourquoi? Parce que je lui ai dit, à ce moment-là, tu sais, Federer, tu connais Federer, grand Federer, il a aussi fait que l'argent. Puis il a souri, là. Donc, derrière ces photos, moi, il y a des mots, hein, il y a des mots qui sont bons. Et puis, là, on est encore ensemble dans la défaite, c'est dur, mais on assume, on l'accepte, même si on connaissait le scénario. Mais je crois que le fair play gagne toujours à la longue, finit toujours par gagner. Et puis, cette médaille, elle l'a reçue dans une manifestation assez extraordinaire que j'ai malheureusement pas pu vivre parce que j'étais à l'hôpital en train de me faire charcuter une épaule, mais d'un poids qu'elle m'a laissé tomber sur l'épaule. Oui, c'est vrai. C'est un peu vrai. Non, c'était qu'une partie. Hein, il y avait tout ce qu'il y avait avant. Alors, je dis ce coaching, ce travail, cette notion de coach, j'aimerais quand même le dire encore une fois, j'ai pris 5 lettres et puis la langue française m'a permis de compléter en disant le premier C, je l'attribue à la communication. Si on n'est pas communicateur, on n'est pas coach. Il n'y a pas d'empathie, on n'écoute pas, donc on ne peut pas être coach. Je dirais que c'est la valeur sélective du truc. Je fais un autre truc, le film que je vous ai montré au début. Si je vous demandais qui a eu un peu la chair de poule en voyant ces images, levez la main. Bonsoir, mesdames, messieurs les coachs. C'est tout.
Quand j'ai des étudiants ou des gens, je fais la même chose. Je dis ceux qui n'ont pas levé la main, prenez la porte. Vous n'êtes pas dans le bon cours. C'est provocatif parce qu'on peut peut-être encore changer. Mais c'est vrai, je le pense très sincèrement. Si on ne vibre pas, si on n'a pas ces émotions, on n'est pas coach. Le deuxième, c'est l'orienteur. Alors, c'est celui qui est là, disponible au quotidien, c'est l'action pédagogique, le guide. Et la notion d'aimer, je me la réserve pour la dernière image dans quelques secondes. Aimer ce qu'on fait, aimer les gens avec qui on le fait. La compétence qu'on peut améliorer toujours et toujours et toujours. Puis le dernier, c'est une des valeurs quand même, l'honnêteté. Être honnête, même si quelquefois l'honnêteté nous... Des fois on se demande s'il faut être honnête encore, c'est fou. Moi, quelquefois, j'ai des doutes. J'ai des doutes, je pourrais raconter des choses, mais je persiste à croire que c'est juste. Mais je ne l'ai pas toujours encore vérifié. J'ai peut-être encore quelques années pour le faire. C'est pour ça que je continue. Alors, pour gagner, nous devons faire au mieux pour être les meilleurs, vous et moi. Celui qui s'entraîne comme un champion aujourd'hui sera champion demain, modus vivendi. Si je me ménage à l'entraînement, c'est l'adversaire qui en tirera profit. Tout ce que je ne fais pas, c'est l'autre qui va peut-être le faire pour prendre un avantage. Et tes coéquipiers te seront infiniment reconnaissants pour ton engagement physique et moral. Alors, je vais terminer par une image. Une image qui, comme coach, m'a vraiment profondément bouleversé. C'est la première année que j'ai eu l'occasion de travailler avec Valérie. J'ai dû l'envoyer au championnat du monde seul parce que j'avais des engagements qui étaient planifiés depuis une année à l'avance avec des entreprises, des séminaires de management. Et je lui ai dit, écoute, je ne serai pas là. Mais je prépare pour cet événement. J'ai donné une enveloppe avec une feuille, un montage que j'ai fait pour elle, qu'elle devait ouvrir seulement le matin de la compétition. Et le jour de la compétition, moi j'ai trouvé quand même le moyen d'aller à l'heure du concours chez moi, sur mon canapé, et puis j'ai assisté à ceci. Je vous dis pas, mais en fait le message de ça, c'était, le montage que j'avais fait, c'était une ancienne photo où j'étais moi-même lanceur. Je m'étais qualifié pour les Jeux dans cette compétition, j'avais la bouche ouverte. Puis j'ai mis une bulle, j'ai dit « Go for gold, Valérie ». Et puis j'avais donné des recommandations. Puis la dernière des recommandations, c'était « Déplace-toi le plus vite possible dans le cercle. Pose ton pied dans le butoir, pousse tes hanches en avant. Et propulse ton poids longtemps, 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 jusque dans les étoiles. Elle a fait le meilleur jet de sa vie pour le moment. Mais elle va le dépasser cette année, je pense encore, ou l'année prochaine, ou l'année d'après. Merci de votre attention.